Bonjour à tous, bon lundi, bienvenue sur Overtime. Déjà 9e épisode de la saison. En ce 25 octobre, il y a déjà plusieurs personnes qui nous saluent sur le chat. Jayan, Billy, Vladi, il y a également Gérard, Morissette et compagnie. On vous salue tous, évidemment. On vous rappelle que tout au long de l'émission, vous pouvez nous poser vos questions sur le chat. Pascal Eberhardt, fidèle au poste. Salut Pascal. Salut Jonathan Fillon. Écoute, on a eu un beau week-end de hockey. Tu as commenté d'ailleurs, tu as eu la chance de commenter un match hier, un duel entre Lausanne et Bienne. On va y revenir un peu plus tard, mais on ne sera pas tout seul dans cette émission. Non, effectivement, comme d'habitude, on sera 4 autour de nos micros et derrière nos webcams pour vous parler de l'actualité des clubs romans de cette semaine avec Jean-Philippe Resselwenger. Salut Jean-Philippe. Salut Pascal, bonjour à tous. Et Régis Serf. Salut Régis. Salut Pascal, salut à tous. Voilà, vous avez passé un bon week-end, messieurs. Ouais, pas mal. Ah oui, ouais, intéressant. Intéressant. On va tout de suite aller au fond des choses, messieurs, puis on va commencer par parler du HC Ajoie. Le HC Ajoie qui a connu un seul match ce week-end et Régis, tu as tenu à souligner que la défense ajoulotte était un petit peu aux abois ces temps-ci. Oui, ce qui me choque, c'est que c'est 20 buts encaissés en 3 matchs. Alors, il n'y a pas toujours des adversaires faciles quand on affronte Fribourg, d'accord, mais il y a aussi Langnau dans le lot. Il y a Lausanne qui a encore quelques soucis offensifs et Ajoie en encaisse 6. Donc, il y a un sérieux problème avec la défense d'Ajoie. On pensait qu'il y aurait des choses compliquées en ce début de saison. Il y a rapidement eu quand même des victoires. On a surpris pas mal de monde. Et puis maintenant, j'ai l'impression qu'on a de la peine à trouver un deuxième souffle par rapport à ces prestations. Et puis, notamment en défense, ça fait vraiment souci. Il y a des buts. On voit qu'il y a des défenseurs qui n'ont pas toute leur tête ou je ne sais pas, qui n'ont pas peut-être tout compris qu'on était maintenant en National League et puis qu'il fallait hausser le niveau. Ils ont engagé Engi, par exemple, que Berne a aligné 4 matchs. J'ai vu une moyenne de temps de jeu de 4 minutes par match. Donc, visiblement, on l'a jugé insuffisant à Berne. On voit que Berne n'est pas beaucoup meilleur qu'Ajoie, question classement, question résultat. Il vient à Ajoie. C'est dur pour lui. Le gars a-t-il le niveau? J'ai sérieusement des doutes par rapport à ce que je vois en ce début de saison et puis ce qu'il avait montré par le passé dans sa carte de visite. Voilà, un gars qui rend pas. Après, c'est vrai qu'il manque le Duc. Ça, c'est quand même le pion essentiel qui manque dans l'équipe jurassienne. Il n'est pas là, il ne sera pas encore là vraisemblablement ces prochaines semaines jusqu'à la pause de novembre. C'est un gros souci. Puis c'est vrai que depuis qu'il n'est plus là, la défense a beaucoup plus de problèmes. Il y a encore Rouillet maintenant qui fait, je pense, partie du top 4, en tout cas en l'absence de Leduc, et il n'est pas là non plus, ça commence à faire beaucoup. Mais quand on voit quand même des conneries, je n'ose pas dire le mot, mais je le dis quand même, avec Eigenmann quand il relance sur le 3-1, qui pour moi est le but qui fait tout déclencher dans le match face à Lausanne. Je pense qu'une erreur en défense de temps à autre, on n'y coupe pas, toutes les équipes y passent et tout. Mais on prend le 2-1, puis 10 secondes après, on prend le 3-1. Voilà, du côté d'Ajoie, on a tout compris. Et puis, moi, j'ai un petit peu aussi essayé de comparer avec d'autres équipes. Il y a des équipes qui font des erreurs. Et puis, ce qui m'inquiète quand je vois Eigenmann, par exemple, c'est qu'il y a des équipes qui permettent à des jeunes joueurs, voilà, on sait, c'est des jeunes, ils font des erreurs, il faut qu'ils apprennent, on les réaligne quand même. Quand je pense à Bienne avec Delémont, quand il a fait ses débuts, c'était compliqué. On voit maintenant, on a continué de lui faire confiance. Ça vient. Mais à Ajoie, ce n'est pas que des jeunes. Alors, je vous ai parlé d'Engi, dont peut-être que finalement, il va quand même éclater. Ce n'est pas peut-être un tort de lui donner sa chance. Mais il y a des gars plus expérimentés qui font des erreurs. Et puis, j'ai l'impression qu'ils ne retiennent pas. Et puis, aujourd'hui, je lisais le quotidien jurassien. Puis, il y a De Vos qui dit mais la mentalité, ça ne va pas, quoi. On ne peut pas continuer à avoir cette mentalité de dire c'est pas grave, on apprend et tout. Il faut qu'on se mette de la pression. Et puis, je pense que ça, c'est un état d'esprit maintenant, actuellement à Ajoie, qui est un souci. C'est qu'on a un petit peu l'attitude Calimero, j'ai l'impression, pour caricaturer un petit peu. Donc, il faut que certains se les sortent. Ils ont montré qu'ils étaient capables de faire des exploits. Je pense qu'ils le sont. Ils peuvent les enchaîner. Mais il va falloir quand même que tout le monde ait j'ai envie de dire, bonne
mentalité pour aller dans la même direction et la droite ligne. Voilà, j'ai beaucoup parlé, désolé. Ben, Régis, tu es prêt à avoir ton propre podcast sur la joie, je pense. Parce que tu pourrais nous tenir 1 heure comme ça. Jean-Philippe, est-ce que tu penses que c'est un peu les contre-coups là, du deuxième tour? Parce que le premier tour d'Ajoie, on dirait qu'ils ont vraiment tout donné. Ils ont eu un premier tour quand même, entre guillemets, surprenant à aller chercher 3 victoires. Mais là, le deuxième tour, on les sent peut-être un peu plus à la peine, peut-être? Bon, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'effet de surprise ne fonctionne plus, ça c'est certain. On connaît comment fonctionne le HC Ajoie, il y a eu un peu de vidéo qui a été fait. Et puis, pour revenir sur l'attitude Calimero, je te trouve un tout petit peu dur quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont dû faire sans les étrangers, quoi. Au final, tu joues avec plusieurs matchs avec 2 étrangers. Bon, c'est parfois là où ils sont allés chercher des points de manière... mais c'est peut-être... Je veux dire, si tu n'as pas 4 étrangers, tu parlais de Langnau tout à l'heure qui n'était pas terrible, ils ont quand même les 3 meilleurs pointeurs de la ligue. Je veux dire, c'est normal qu'on prenne des goals contre Langnau. Et puis ensuite, concernant la défense, alors Eigenmann, on se disait, tiens, c'en est un qui tient la route, puis là, c'est lui qui fait la bêtise. Mais voilà, c'est sur ce match-là, c'est une bêtise. Après, on voyait Jordan Howard, on se disait au début de saison, aïe, est-ce que c'est pas celle de trop? Est-ce qu'il aurait peut-être pas dû faire le pas de retrait? Finalement, ça avait l'air de tenir. Et puis là, ça se délite un peu. Alors, c'est difficile. S'il y a pas de profond, si déjà tu as un effectif qui est en dessous de la moyenne, et puis qu'en plus tu as les éléments expérimentés qui voient leur performance se déliter, ça me fait un peu du souci. Après, j'aimerais bien revoir jouer Asselin, il faut être patient, revoir jouer Le Duc, qui avait fait un très bon match, notamment, c'était à Rapperswil, si je me souviens bien, et défensivement et offensivement. Voilà, ça change déjà tellement quand une équipe est pas dans les cadres de la Ligue, d'avoir des étrangers qui tiennent. Moi, je me réjouis de voir ça. Et là, on est à 15 matchs sur 52 matchs. On n'imaginait pas Ajoie accrocher une 6e place. Absolument pas. Pour moi, ils sont pour le moment là où ils doivent être, quoi. Après, on peut reprendre Rapperswil quand ils sont montés la première année où ils sont montés. Ben, je pense qu'on va être à peu près dans ces eaux-là. Et puis, si on regarde le nombre de points par match actuellement, on est pile dans les 31, 32 points. Donc, voilà. Ça répond exactement à la question qu'on vient d'avoir dans le chat. La Ajoie, à ce rythme-là, fera entre 30 et 35 cette saison au maximum. Est-ce que vous pensez plus? Pascal, on avait eu la discussion en début de saison. On avait pris des paris ici à l'interne là, pour le plaisir dans la salle de rédaction. Et c'est pas mal là qu'on les voyait, un peu tout le monde. Disons qu'on était obligé de les comparer à Rapperswil il y a 3 ans maintenant. Mais avec, comme je crois qu'on l'a dit la semaine passée, je sais plus, ça fait quand même déjà 9 numéros d'overtime qu'on commence un petit peu à mélanger tout. Mais voilà, effectivement, ils n'ont pas pu se servir chez le relégué puisqu'il n'y en a pas eu. Donc forcément, ils doivent aussi faire avec ce qu'ils ont et ce qu'ils ont pu prendre. Hein. C'est souvent les rebuts des autres équipes, comme Roman Engi, comme Rohrbach, comme Engi maintenant. Alors, il y en a qui profitent, comme Roman Engi qui a pu se mettre en avant. Et puis, Jean-Philippe, tu parlais des étrangers. Et il y a Wenström qui a joué son premier match. Alors, il s'est déjà inscrit sur la feuille de pointage avec un but et un assist. Maintenant, il faut que le Suédois il confirme qu'il trouve sa place. Et puis, j'ai envie de vous poser une question, messieurs. C'est celle de Sébastien dans le chat qui demande si finalement, le problème du HCA, c'est pas celui d'un manque de leader. Non. Non, moi je ne suis pas d'accord. Non plus. Non, il y a des caractères très forts dans cette équipe. En défense, si on prend le capitaine Awert, en attaque, un leader comme De Vos. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème de leadership. Non. Il y a quelque chose qu'il faut aussi se souvenir. Ajoie, les 2-3 dernières années, c'est une dynamique qui est construite sur la victoire. C'est sur l'habitude de gagner. Ils savaient en Swiss League comment faire pour aller chercher des points. En coupe, comment faire pour surprendre des adversaires mieux dotés, mais peut-être en dilettante lorsqu'ils se déplaçaient à Porrentruy. Cette fois, c'est différent. Cette fois, il faut apprendre à gérer des défaites qui vont s'accumuler et puis conserver le focus sur le moyen terme. Alors, ça ne va pas être une saison rigolote, ça c'est certain, mais ils ont des fans quand même qui chantent toute la saison sur 60 minutes. Ça, je veux dire, c'est aussi agréable d'avoir une base de supporters comme ça. Hein, parce que ça, tu sais...
Ouais, Vas-y. c'était là l'inquiétude qu'on avait parce qu'on se disait, OK, on s'attend à une saison où ils vont perdre, contrairement à l'habitude en Swiss League aux dernières années. Mais est-ce que le public va rester? Parce que l'importance d'être en National League, évidemment, c'est d'avoir une patinoire pleine. C'est à chaque match à domicile d'avoir des spectateurs qui t'encouragent, qui sont là pour toi, qui mettent vie dans cette patinoire parce qu'il y en a de l'ambiance quand on est là-bas. Ben, au moins, il reste. Et ça, c'est tout en l'honneur des partisans, des spectateurs du HC Ajoie qui, je pense, eux aussi ont compris que cette équipe-là, on ne devait pas en espérer trop. On doit les soutenir, on doit être patient. Évidemment, il y a toujours la question de l'argent. L'année prochaine, à quoi ça va ressembler? C'est un gros point d'interrogation. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment faire un gros pas vers l'avant? Reste à voir, mais au moins, les spectateurs, jusqu'ici, après 15 matchs, là, c'est quoi? C'est la moitié peut-être des matchs qui est à domicile. Ben, au moins, on est encore là, puis on est encore derrière le club. Mais moi, c'est aussi ça Jonathan, qui me descend un tout petit peu, c'est que le public, il est formidable. Il n'y a absolument rien à dire à ce niveau-là. Et j'aimerais que dans le sillage, les joueurs prennent conscience de ça et se disent, ben voilà, on fait des erreurs, on a perdu des matchs avec des erreurs qu'on a commises, on apprend et au moins, j'ai envie de dire, un match sur deux matchs sur trois, on évite de refaire les mêmes. Il y a quand même eu beaucoup, ces premiers tiers-temps, on en a parlé. C'est quand même toujours un problème parce que même s'ils ne perdent pas 4-0 au dernier tiers, ben, il y a 3-1. Au match d'avant, c'était contre Fribourg, perdre 1-0, c'est tout à fait honnête, mais ils perdent quand même. À celui de Langnau, eh ben, c'était la cata, il y avait 3-0, si je me souviens bien. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a des erreurs qui sont faites. Et franchement, je pense que les joueurs qui sont dans ce vestiaire, ils doivent se dire tous les soirs, hé les gars, on a un public fantastique, on doit maintenant nous-mêmes nous prendre en main et pas répéter les mêmes erreurs, quoi. C'est juste ça qui me déçoit un tout petit peu. Et vous parlez d'habitude de gagner, et là j'ai l'impression que certains sont rentrés dans l'habitude de perdre. Alors ça, c'est effectivement un autre problème, Régis. Voilà. Ben ouais, ben, je pense que nous, on n'est pas dans le vestiaire, on n'a pas joué en National League, on ne sait probablement pas comment ça se passe à ce niveau-là. Mais là, maintenant, il faut, avant l'habitude de gagner, il faut reproduire, mais quand c'est l'habitude de perdre, il faut qu'on change et puis qu'on passe à l'inverse. Oui, tu as raison, mais ça, c'est justement le rôle des leaders, à mon avis, hein, et du coach. Oui, mais les leaders, on leur reproche déjà d'être tout le temps sur la glace. De Vos, il joue 25 minutes contre Lausanne. Je n'avais pas joué pendant la semaine et tout. Moi, je comprends bien qu'il peut tenir ses 25 minutes sans problème. Mais il ne peut quand même pas être sur la glace pendant 60 et puis encore être devant, derrière, marquer des buts, gagner des engagements. Une équipe, c'est quand même censé être 20 joueurs. Et il n'y a pas que les leaders qui doivent être là parce qu'il n'y a pas que les leaders qui font des erreurs. Eigenmann, c'en est peut-être un. Je donne son nom parce que c'est un exemple flagrant. Et puis le malheureux, je l'ai sous la main et je le prends. Mais franchement, il n'y a pas que lui. Et je pense que tout le monde ne sort pas du match en disant « Oh, moi, j'ai fait ce que j'ai pu et puis tant pis. » quoi. Alors, c'est quoi la solution? Si on doit sortir de cette habitude de perdre pour certains, si ce n'est pas le coaching staff ou les éléments plus expérimentés qui prennent un peu la parole ou qui font quelque chose, ça va pas venir de l'extérieur. C'est forcément la solution pour changer l'état d'esprit, elle est forcément à l'intérieur du vestiaire. C'est une prise de conscience de tout un chacun et voilà quoi. Ça nous arrive aussi à notre boulot de faire des erreurs. On essaie d'en prendre conscience, pas de les répéter. Je pense qu'on connaît tous cette situation et je pense eux sauf que ils sont à la pointe et au vu de tout le monde avec des caméras braquées sur eux et forcément on est là pour en parler et puis essayer de se dire qu'il faudra qu'ils prennent conscience tous de ce qu'ils ont à faire tout simplement. Et tu parles des caméras braquées, c'est vrai que ça aussi, il faut prendre l'habitude d'avoir la télévision présente à chaque match, les obligations liées à ça, à notre présence aussi. Et ça a peut-être mis une pression supplémentaire sur certaines épaules au niveau du HCA. Je vois que le chat est très actif. Oui, c'est exactement. Je suis en train de lire les commentaires. Là. Il y a José qui nous dit il faut leur laisser du temps entre les blessés, la nouvelle patinoire, la nouvelle ligue, il faut prendre le rythme. Mais ça fait quand même déjà 15 matchs. Sur 52, donc on a passé largement plus que les 20% de la saison. Fabien qui nous dit le fait qu'il n'y a pas de relégation, peut-être que ça leur fait un manque de pression pour avoir une mentalité de gagnant. Il y a Ben qui dit je pense qu'il ne faut pas chercher trop loin. Ajoie est limité techniquement et en talent. Il ne faut pas créer d'histoire alors qu'ils ne peuvent pas franchement faire mieux.
Moi, ce que je lis de Vos ce matin, c'est que lui, il n'a pas le sentiment que c'est impossible. Si je veux dire, il a le sentiment que le mur, il est haut, mais il n'est pas infranchissable. C'est un leader, il le dit, et il a sûrement des bonnes raisons de le dire aussi. Mais Donc, c'est normal, je pense, après tout ce qu'ils ont connu, que le groupe croit encore en lui-même. Et il faut qu'il continue à croire. Mais on parlait des leaders. Les leaders, oui, dans une situation où, comme les dernières années, ça allait bien, tu as des leaders qui ressortent, mais c'est surtout quand ça va mal que tu vois tes vrais leaders dans le vestiaire. Et sur la patinoire, oui, les gars ils prennent beaucoup de temps de glace, on connaît leurs habiletés et tout ça, mais je ne sais pas dans le vestiaire, et c'est là, moi, mon plus grand questionnement dans le vestiaire en ce moment, qui se lève? Qui rassemble l'équipe. Parce que quand une équipe perd, une équipe se divise. Tu commences à pointer du doigt certains joueurs. Ils commencent à se bâtir des clans, ce qu'il n'y avait pas au HC Ajoie. C'était vraiment une belle équipe unifiée. Et là, ben, c'est de voir dans le vestiaire qui sont les leaders et qui prend le lead. Et ben, c'est sûr et certain que ça, de vivre dans la défaite, c'est nouveau pour eux, mais il va certainement ressortir quelque chose il doit ressortir quelque chose quand même de positif de tout ça. En tout cas, Messieurs, heureusement que la pause arrive, hein, parce que comme ça va leur pouvoir aussi souffler, et puis peut-être faire ouais. un petit regroupement. Ouais, il y a encore, je crois, 5 matchs pour jouer avant la Oui, pause. quand même. Mais... Ils ne peuvent pas quand même arriver à 11 défaites à la pause. Excusez-moi. Sinon, là. ouais, parce qu'ils ont pas eu le calendrier le plus chargé jusqu'ici depuis le début de la saison. Là. Ils ont que 15 matchs de jouer. C'est 3 matchs de retard sur Fribourg, Bienne et compagnie. Mais moi, je Donc, pense que ça les dessert, Jonathan. Je pense que eux qui avaient besoin justement de monter leur niveau de la Liga ou se dire, ben voilà, on a 2-3 matchs par semaine tout le temps et ça fait 3 semaines, ils n'ont pas joué un mardi. C'est parfois vendredi, samedi et parfois seulement samedi. Et vraiment, je pense que ça les dessert pour être dans un bon rythme. Là, je pense clairement que ce n'est pas à leur avantage, contrairement à ce qu'on aurait pu penser pour reposer les organismes. voilà, messieurs, pour le HC Ajoie. On va tout de suite continuer parce que le temps file et on va aller du côté du HC Bienne. Pascal, le HC Bienne, tu l'as commenté, une défaite sur la route. C'est rare que ça arrive, seulement la deuxième fois cette saison face à Lausanne. On avait tout de même réussi à aller chercher 3 gros points là, contre Rapperswil à domicile. c'est week-end 50% pour le HC Vienne. Victoire 4-2 samedi, défaite 4-2 hier. 6 buts marqués, 6 buts encaissés, 3 points, effectivement. Le gros souci qu'il y a eu hier, c'est qu'il y a eu beaucoup de contre-attaques, notamment à 5 contre 4 lors des powerplays. Et il y a eu sur le 1-0 de Lausanne, juste derrière, il y a eu un 3 contre 1. Et il y a eu une grosse erreur aussi sur le 2-1 lausannois, où les 5 biennois au deuxième tiers ont décidé de changer, avec encore 3 lausannois qui étaient dans la zone neutre. Et sur le 4-2 dans la cage vide, il y a 2 attaquants lausannois qui sont derrière les biennois entre la cage vide et la défense. Donc il y a eu quelques erreurs de placement pour les biennois. Je ne pense pas qu'il faut tout jeter non plus de ce match-là. Il y avait certes de la déception après la rencontre. J'ai parlé un petit peu avec Elien Pope en off, qui était assez déçu de sa performance, le fait d'avoir concédé aussi le 3-2 où il bloque pas tout à fait bien le puck comme il faut. Mais il y a aussi du positif. La petite satisfaction du week-end, c'est Noah Delémont qui a remplacé poste pour poste Alexander Yakovenko. Et le jeune défenseur a pu marquer ses premiers points en National League, notamment sur le powerplay où il a eu beaucoup de temps de jeu avec Gaëtan Haas et Tony Rayala notamment. Moi, j'ai Les gars, commenté un des 2 matchs de Bienne, là, le premier contre Rapperswil, où j'ai vu un très bon match de hockey avec de belles équipes, du hockey sur glace vraiment très, très plaisant. J'ai trouvé que les Biennois étaient quand même assez, je dirais, dans les standards habituels, question niveau de jeu, même s'il manque encore quelques joueurs très importants dans l'équipe. Et ça peut peser quand même un peu. Je pense Yakovenko est plus là. Et puis Salinen, c'est 2 hommes qui, par moment, donneraient un peu de profondeur, feraient du bien et feraient que peut-être Bienne pourrait rester sur le podium dans les matchs à venir. Je pense quand même, s'il continue d'y avoir toujours des soucis de blessure, ça ne va pas être facile de rester sur un rythme de 2 victoires sur 3 matchs. Je pense que c'est ce dont ils ont besoin pour rester sur le podium jusqu'à la fin du championnat. Ce week-end, 1 sur 2, Rapperswil, même si c'était un peu à l'arraché, c'était quand même attendu.
Puis après, à Lausanne, c'est quand même pas l'adversaire le plus commode à aller affronter. Donc, moi, je pense que c'est un week-end plutôt positif pour Bienne, mais dans la situation actuelle, ce sera compliqué d'avoir des séries de victoires comme ils ont fait en début de championnat. Il faut peut-être être un tout petit peu plus modéré dans les ambitions par rapport à eux. Ce d'autant, on n'a pas parlé de Korpikowski qui a fait ses débuts. Voilà, c'est un gars qui n'a pas joué encore en 2021, donc il a besoin de glace, enchaîner 2 matchs en moins de 24 heures. C'est sûrement pas lui rendre un service. Il a eu une belle occasion, il a failli marquer, c'était un bel arrêt de Niffler quand je l'ai vu. Je pense que les Biennois sont quand même sur un trend positif, mais il ne faut pas être aussi exigeant, peut-être qu'on pourrait l'être avec une équipe comme Zug ou Zurich. Tu parles de Korpikowski, hier il a eu un petit peu plus de mal, mais je pense que c'était l'enchaînement. Jean-Philippe, il y a Hugo qui nous demande si le Finlandais a le niveau de la National League. Je pense que oui, il a déjà prouvé avec Zurich lorsqu'il a fêté le titre avec les Lions qu'il faisait partie des étrangers qui étaient tout à fait valables. Maintenant, il faut voir, hein, il a été opéré à la hanche, il a eu des soucis avec son club en Finlande, c'est le Blik Alemani qui a sorti l'information. À voir. Après, il y a des moments dans une carrière où, ma foi, il y a l'extra sportif qui vous ronge un petit peu. Et peut-être qu'il a besoin de temps pour se vider la tête, être un peu plus loin de ses problèmes en Finlande et puis reprendre un rythme lié un petit peu à ses qualités. Voilà ce qu'on peut dire. C'est quand même compliqué pour un gars de revenir comme ça après 1 an où tu n'as pratiquement pas joué et d'être lancé dans une saison qui est déjà bien entamée, où est-ce que les joueurs ont pris leur rythme, où est-ce que tu es dans une nouvelle équipe avec des nouveaux coéquipiers. Là, il ne revient pas dans son équipe habituelle, dans son système de jeu. Donc, tout est nouveau pour lui. Je pense qu'il faut simplement être patient. Il y a également Sébastien dans le chat qui dit « Bienne est impressionnant de régularité cette saison. » Et depuis leur séquence de victoires en début de saison, Bienne, c'est 5 victoires, 5 défaites. Mais j'ai l'impression que rarement on sent cette équipe être dominée. Rarement on les sent à côté de la plaque. Et c'est un peu la même chose pour Fribourg. C'est cette régularité-là. Peut-être que dans les chiffres, peut-être que dans la fiche de Bienne, c'est peut-être pas parfait, Régis, mais reste que les performances sont pratiquement toujours très convaincantes et on est toujours dans le coup. Oui, ils ont juste eu un petit coup de mou là, quand ils ont affronté Langnau et puis ils ont enchaîné avec une deuxième défaite. Je crois que c'est leur pire série de la saison. Mais c'était lié. Là, les blessures, c'était vraiment la cata à ce moment-là. Ils jouaient vraiment avec une équipe où il y avait quasiment 10 absents par rapport à ce qu'ils auraient pu aligner, ou en tout cas 8. Donc je pense que c'était un peu le contre-coup. Mais sinon, il est clair que le standard, le fond de jeu, il est là. Quand on voit cette équipe, même si elle s'incline, je pense qu'on ne se dit pas. Ouais, là, il faudra une sérieuse reprise en main ou une prise de conscience, comme on a parlé il y a quelques instants avec Ajoie. Non, je pense qu'à Bienne, ça roule, il y a un bon système, on sent que les joueurs sont toujours là. Et même s'il n'y a plus cette grosse série de victoires comme il y a eu en début de saison, je pense que cette équipe-là, elle donne envie à ceux qui la suivent d'aller la suivre. Et puis, elle rassure plus qu'autre chose, même si, évidemment, il n'y aura pas que des succès. Non, puis il y a surtout une sacrée autocritique qui se fait assez rapidement, puisque tant Pope en off que Radgeb à l'interview ont tout de suite pointé du doigt ces erreurs que j'ai signalées. Donc, ils sont déjà très conscients de ce qui a mal fonctionné contre Lausanne et de comment il faut les corriger, parce que je crois que c'est Rodrigo qui le dit, demain ça va être une grosse partie contre Fribourg. Et forcément, là, ces mêmes erreurs que contre Lausanne, elles se paieront aussi cash. Elles risquent de faire un peu plus mal aussi si elles sont répétées. Il y a des choses qui doivent aussi se régler gentiment dans les coursives ou dans le bureau de Martin Steinegger, hein, parce que moi, je vous donne un chiffre. Il y a le chiffre 3, c'est le nombre de défenseurs qu'il y a sous contrat pour l'année prochaine. Et il y a du travail à faire, notamment avec Radgé. Bon, évidemment, les 2 étrangers, on peut en parler, c'est un peu différent, mais voilà, là, il va y avoir des discussions et il faudrait que ça se règle assez vite pour pas que ça commence à un peu travailler sous les casques en disant, mais il fait quoi, il va où? Et puis, c'est un petit peu des dominos, hein. Si vous prolongez Radgé, ça entame un petit bout du budget, j'imagine, hein, puisque ça, c'est quand même un défenseur dominant. Après, vous regardez en attaque, il y a aussi 2-3 dossiers en suspens, notamment Hofer. Enfin, à voir. Et tu penses que hier, Radgeb aurait bien voulu recevoir un joli contrat dans un paquet d'emballage pour son anniversaire? Par exemple, mais je pense que le joli contrat, où que ce soit, il l'aura vu ses performances cette année. En plus, là, il est vraiment dans des super conditions pour réussir une super saison avec Löw à ses côtés. C'est une paire de défense presque idéale, hein, pour la National League, en tout cas pour Bienne.
C'est une paire qui fonctionne très très bien. On l'a souligné hier avec Stéphane durant le commentaire. Le Suédois a été très impressionnant. Il a des petits moves pour faire défendre qui sont assez impressionnants. Et puis voilà, c'est quelque chose d'intéressant. On va prendre une question d'un autre Sébastien, puisque il y a aujourd'hui le journal Expressen en Suède qui a sorti que Bienne, notamment avec Genève et Zurich, s'intéresse à l'entraîneur de Växjö, Sam Allam. Est-ce que Tormenon serait sur le départ? Moi, C'est je sa peine à le question. croire. Hein. Moi, je peine à le croire. Tant que je le verrai pas officiellement, je le croirai pas, on va dire ça comme ça, parce que j'ai vraiment l'impression que les deux chemins sont encore très très liés entre Tormenon et le club, et j'imagine pas un seul instant que leur destinée va se séparer comme ça à la fin du prochain exercice. Après tout ce qui s'est passé, le cancer de Tormanen, on a été patient, on voulait qu'il revienne, on le ramène cette saison. Il amène cette équipe en deuxième position du classement. Pour moi, ce serait quand même surprenant. Ouais, mais c'est quand même un petit peu la saison des rumeurs en Suède. Hein. Je sais pas, j'y suis pas, mais là, j'ai encore vu la semaine passée, cette fois, c'est Aftonbladet là, qui dit que c'est l'entraîneur de Luleå qui a un peu lâché comme ça. Ouais, j'aimerais bien continuer ma carrière en Suisse l'année prochaine, mais je peux rien vous dire, etc. Ouais, c'est le jeu, quoi, mais on va dire que ça se place. Oui, c'est souvent comme ça. Hein. Et puis, on parle souvent de la pause de novembre comme le critère pour les gros contrats, dont celui de Radgate, par exemple. Et on y est tout proche, puisque c'est dans 2 semaines. Voilà. Ouais. Ouais, Messieurs, je vais utiliser un commentaire de. Bon, j'ai pas le nom, là, c'est citation littéraire ou philosophique. Écris-nous ton nom, comme ça, on pourra te nommer. L'impression, c'est qu'à Bienne et Fribourg, on travaille sereinement et qu'à Lausanne et Genève, on est dans la panique. Je l'utilise aussi pour passer à notre prochain club, le LHC. C'était pas trop la panique ce week-end, Non, c'est ça. Jonathan. C'est un week-end plutôt convaincant, Pascal, pour Lausanne, 2 victoires en 2 matchs. Ouais, exactement. Et ça faisait un petit moment que les Lausannois n'avaient pas eu 2 victoires de rang. On a souvent souligné le fait qu'ils gagnaient, ils perdaient, ils gagnaient, ils perdaient, ils gagnaient, ils perdaient. Et puis finalement, ce week-end, ils battent Ajoie, on en a parlé tout à l'heure, sur un score fleuve. Ils ont battu Bienne grâce aux contre-attaques. Moi, je trouve qu'ils ont joué avec une certaine autorité dans leur façon de se débrouiller. Et puis, on a John Fuss qui a fait un pari. Il a décidé de jouer avec 3 attaquants étrangers en attaque et un défenseur pour compléter son quatuor, et surtout il les a mis les 3 ensemble. Et on a vu que 5 des 10 buts marqués ce week-end portent clairement la marque des étrangers. Et puis petite autre satisfaction, j'ai fait un clin d'œil à Noah Delémont tout à l'heure pour Luca Bolshauser qui a effectué son retour au jeu, et il me semble qu'il a bien récupéré de sa blessure lors du match contre Ajoie. En tout cas, il a montré qu'il était prêt de nouveau à alterner avec Tobias Stephan, et ça va faire du bien à Tobias Stephan de pouvoir souffler aussi un petit peu. Jean-Philippe, réunir les 3 étrangers sur le même trio, j'ai l'impression que ça a donné une deuxième vie à Phil Verone, qu'on a enfin vu plus convaincant. Ouais, en discutant avec John Foust en début de saison, il a tout de suite dit il a besoin de temps. Nous avons besoin de temps, hein, l'équipe, mais Varone aussi. Vous verrez, il a des qualités. On n'arrive pas à être dans les meilleurs pointeurs de AHL, même si ça date un petit peu, sans qu'il ait cette qualité, cet instinct de buteur. Je veux dire, dans le dernier tiers, dans la zone offensive, c'est un gars qui a des idées. C'est vrai que là, jusqu'à maintenant, sur ce que j'ai vu, mais ça fait un petit moment que je n'ai pas vu Lausanne sur un match en entier. Je les verrai demain. Mais j'avais l'impression qu'il était un peu plus lent que ses ailiers. C'était difficile pour lui de suivre le rythme. Il a peut-être été surpris par le rythme, je ne sais pas. Toujours est-il que si maintenant Lausanne peut compter sur 3 étrangers, là il les a mis ensemble, c'est très bien. On a l'effectif pour faire ça à Lausanne. Tu as une deuxième ligne où c'est Berchi qui lead, il a Kennins d'un côté. Après, tu peux mettre Maillard, tu peux mettre Baumgartner, même si maintenant il est blessé. Il y a de quoi faire. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore Fuchs et Ria qui vont revenir. Et Allemande aussi, bientôt. Et Allemande, mais c'est exactement ça. Tu peux vraiment te permettre d'avoir une ligne de parade qui lead l'attaque et qui lead ça aussi. Et il y a du secondary scoring derrière, absolument. Je pense que c'est une solution qui pourrait s'inscrire dans le long terme. On verra déjà demain. Ce sera déjà un bon début contre Zug. Ouais, moi j'attends encore un tout petit peu de confirmation. Je vais être prudent, je vois les choses de manière positive sur ce qui s'est passé côté lausannois ce week-end. Il y a eu 6 buts à Porrentruy, il y en a eu 4 hier contre Bienne. Après, voilà, c'était 2 matchs. On sait que le souci à Lausanne, c'est la constance. Il faut attendre déjà voir s'il y a une première série de 3 victoires consécutives qui n'est pas encore arrivée.
moi, je suis un tout petit peu encore prudent par rapport à ça. Alors, j'aimerais insister sur le fait que cette équipe, elle est loin d'être complète. Et quand elle sera au complet, ben, peut-être que là, on saura vraiment si ce qu'on imaginait, qu'elle était plutôt un top 5 qu'autre chose, est vrai ou pas. Sur 2 matchs, c'est encore un petit peu court. Ce qui est très réjouissant, ben, c'est que ça va enlever pas mal de pression à certains joueurs, le fait que les étrangers carburent avec cette première ligne. Cette idée, en tout cas, que on a une solution là maintenant avec ces 3 étrangers, premier bloc, ça fonctionne. Je pense qu'on a là mis le socle pour construire quelque chose d'assez positif sur le reste, parce qu'il ne fait aucun doute que, je vais le dire, je l'ai déjà dit en début de saison, il n'y a pas beaucoup de points faibles dans cette équipe si elle tourne à son niveau et qu'elle peut compter sur un effectif, on ne va pas dire à 100%, mais presque complet. Pour moi, ça reste une des grosses cylindrées de ce championnat. Il y a eu des problèmes offensifs, il y a eu des problèmes pour marquer des buts, de réalisme, de concrétisation. Ce week-end, on amorce le retour de ces buts, d'une attaque qui reprend confiance. Attendons peut-être encore un petit peu avant de lever les bras au ciel côté lausannois et dire c'est bon, maintenant on a tout, le puzzle est construit et il manque encore quelques petites pièces pour qu'on soit au niveau des tout meilleurs. Mais là, on est, je pense, sur la bonne voie à plein de niveaux. Alors, Pierre-Alain, lui, il y croit. Ouais. Puisque c'est exactement ce que 3 j'allais victoires dire. consécutives va venir mardi face à Zug, on y croit. Dans les autres points qu'on peut relever, c'est que les défenseurs, enfin les équipes dans le repli défensif, si Varane part en contre-attaque, il faudra surtout pas toucher le puck, parce que c'est la deuxième fois qu'il marque un but avec l'aide de l'adversaire. Ça nous a bien fait rire avec Stéphane hier quand il a marqué, puis qu'on a vu que c'était une canne viennoise, en l'occurrence c'est le As qui avait poussé le puck au fond. Puis on nous demande notre première opinion sur Frolic. Bah, écoutez, on voit qu'il a peu joué la saison passée. Hein. Je le soulignais hier, il a joué 8 matchs avec Montréal, 3 avec Laval la saison passée. Il faut aussi qu'il prenne son rythme, mais je pense que le fait d'être associé à ses catchs, un compatriote, ça l'aide aussi à pouvoir prendre ses marques. Et hier, il allume le poteau sur la cage vide parce que ses catchs voulaient le faire marquer. Et l'action suivante, il se pose pas de questions. C'est lui qui est sur le rebond contre la bande pour prendre le puck qui est marqué dans la cage vide, alors que Varane était en meilleure position que lui pour viser dans le but vide. Mais Frolic, dans sa carrière, ce n'est pas le genre de joueur qui fait mal à ton équipe. C'est un joueur qui est responsable, c'est un joueur qui a un bon coup de patin, qui est créatif. Et peut-être que c'est le complément parfait à un C-Catch, par exemple, qui est un power forward, qui aime prendre des chances, qui aime y aller de petits gestes techniques qui parfois va... Si c'est raté, ça va mettre ton équipe un peu dans l'embarras. Ben là, il va avoir Frolic et peut-être qu'ensemble, ça va bien se compléter. C'est 2 joueurs complètement différents, mais qui peuvent avoir une belle complicité. Souvent, on fonctionne maintenant dans le hockey par duo. On essaie de trouver un duo et un 3e joueur complémentaire. Mais peut-être que le duo, c'est Catch-Frolic. En plus, les 2 sont tchèques. Peut-être que ça va être le duo à Lausanne, le duo fort, parce que Sekatch est capable d'en marquer des buts. Il l'a fait aussi dans sa carrière. Il est allé en NHL. Il y a eu des beaux flashs en NHL. Malheureusement, c'était la constance dans son cas qui était difficile. Mais Frolic, au cours de sa carrière, c'est pas la constance qu'on lui reprochait nécessairement. C'est un joueur qui a quand même une longue feuille de route en NHL et peut-être que ça va venir aider un gars comme Sekatch, justement, à trouver son air d'aller à Lausanne, parce que Sekatch n'avait pas un mauvais début de saison. Je veux dire, il y avait des bons flashs aussi, on le voyait, mais il manquait cette petite touche là autour du filet qu'on a pu voir ce week-end. Ouais, tu nous laisses sans voix. Il y a une chose qu'il faudra encore travailler, hein, c'est le box-play. Ou bien, alors éviter de prendre des pénalités, mais ça c'est un peu plus compliqué. Mais le box-play, il va falloir... Hier, ils ont été parfois en box-play, ils ont même marqué à 4 contre 5. Ouais, oui, alors hier, mais ça les enlève pas d'être encore en dessous de 80%. C'est quand même quelque chose. Il s'approche gentiment, mais c'est encore l'avant-dernier box-play de la ligue. Donc là, il y a encore de la place pour s'améliorer. Tant mieux qu'ils aient encore de la place pour s'améliorer. Ça veut dire que l'équipe est encore à une marge de progression et c'est ce qu'on demande aussi aux équipes sur l'ensemble de la saison, de ne pas arriver prête aussi trop tôt, mais de pouvoir avoir une marge de progression pour avoir le meilleur moment de la saison, les playoffs. Ouais, et puis là, il manque peut-être des joueurs qui pourraient être intéressants en box-play. Un Cody Almond, par exemple, j'imagine bien qu'il était prévu pour jouer dans ce secteur-là. Voilà, on sait qu'il y a Ria qui n'est pas là, il y a Fuchs. Ouais, je pense que ça peut être un secteur qui va s'améliorer. Je pense qu'on peut aussi y travailler.
c'est plus facile, à mon avis, de travailler le box play que le power play, je pense. Messieurs, il y a une question intéressante de Sébastien aussi. Si 3 attaquants étrangers sont dans la formation, vous prenez plutôt Guernat ou Barberio en défense? Moi, je pense que ça dépend de l'adversaire et puis ça dépend de comment les deux gèrent leur passage en tribune. Voilà, ça, je pense que c'est les 2 points sur lesquels il faut réfléchir. Mais C'est presque une réponse de Normand, ça, Jean-Philippe. non, parce que on peut aussi imaginer, comme Régis le laissait supposer tout à l'heure, que ces 3 étrangers, c'était un one-shot pour ce week-end, et puis que l'un ou l'autre que le tournus concerne les 5 et pas seulement les défenseurs. On peut aussi imaginer que de temps en temps, Sekac a besoin de souffler, ou bien que Frolic va souffler aussi une fois ou l'autre. Et à ce moment-là, on peut monter Berchi soit à l'aile, soit au centre. Frolic peut aussi jouer au centre pour laisser Berchi à l'aile, même s'il aime bien jouer au centre maintenant. Enfin, il y a des solutions. Et puis, jouer avec deux défenseurs étrangers. Personnellement, ma préférence, dans ce que j'ai vu, j'aime mieux voir jouer Guernat. Je trouve qu'il a plus de qualité, mais il n'a pas le C de capitaine. Donc, si on a mis le C de capitaine, il doit y avoir une raison. Voilà, je pense que je n'ai pas tous les éléments pour être complètement informé. Je nuance un tout petit peu, je vais plaider la cause Marc Barberio pour une fois ici, parce que je sens que la balance, elle penche du côté de Guernat, et c'est pas pour rien si Guernat est jamais en tribune. Si je dis pas de bêtises, il n'a jamais été surnuméraire depuis le début de la saison. Ou alors, voilà. Mais je pense que Barberio est un peu derrière, mais moi j'ai vu à Ambry un bon Marc Barberio qui n'avait pas joué le match précédent, le week-end précédent. Je l'ai vu intéressant, apporter un assist et tout. Et je pense que... Allez, je ne l'enterre pas encore. Bah moi, je vais encore nuancer la chose, c'est que demain, c'est Zoug. On sait que ça peut être une grosse machine offensive. Si effectivement, il y a le retour de Almond, moi, j'irai avec les 2 défenseurs étrangers demain contre Zoug. Ce sera un Zoug moins, hein, je pense. Ouais, je pense aussi. Herzog sera normalement pas là, Kovar sera normalement pas là. Ils ont été touchés par ce Covid-là. Je crois qu'il y a Dario Vutric dans le coup aussi. Et il semble, là, la NZZ am Sonntag, le journal dominical alémanique, a sorti l'info comme quoi c'était une nouvelle mutation du virus qui avait été passée là, dans l'équipe, le Delta AY42. Voilà. Pour être complètement précis. Et puis que, voilà, il devait... Merci, docteur. Ouais, je retranscris, hein, je ne prends pas ça pour moi. Mais enfin, voilà, quoi. Donc, il semblerait qu'il ne soit pas prêt à revenir dans les dernières nouvelles. Et puis, il ne faudra pas oublier aussi que dans un mois, il y aura le retour d'Emerton aussi dans l'équation des étrangers. Donc, il y aura un casse-tête à perdre les cheveux pour John Foust. C'est pas grave, il en a déjà plus. En même temps, c'est un luxe, je veux dire, c'est un beau casse-tête. Puis, mais le contre-coup de ça, c'est que les joueurs veulent jouer. C'est d'essayer de faire plaisir à tout le monde, mais de vouloir avoir la meilleure équipe sur la patinoire, pas vouloir te mettre à dos tes leaders, pas vouloir... C'est là que ça va devenir compliqué. Est-ce qu'on est capable d'en garder 5, en échanger un ou en transférer un à quelque part ailleurs? Parce qu'à 6, ça va devenir, je pense que le tournus va devenir beaucoup plus compliqué qu'à 5, il peut être. Voilà, messieurs. Oui, c'est plus compliqué, mais si tu expliques les choses clairement, les gars doivent pouvoir... si tu es cash dès le départ et tu dis, voilà, l'idée c'est on va faire comme ça, et puis que tu tiens ta ligne, tu ne commences pas à dire, ah ouais, non, mais là, moi, je pense qu'au niveau de la gestion de professionnels, ça doit être... Il y en a quand même 2, 3, 4 qui ont joué à NHL. Je pense que, voilà, là, on te demande même la pas concurrence, ton avis, ils connaissent. Oui, voilà. Ils connaissent. Après, il y a aussi des égos dans toute l'histoire. Il y a des histoires de contrats. Barberio, par exemple, qui va vouloir re-signer un autre contrat l'année prochaine, ce qui va accepter d'être dans les gradins et pas jouer beaucoup, et sa valeur va descendre. Il y a un peu tout ça aussi qui peut entrer en ligne de compte et qui peut compliquer les choses. Voilà, messieurs, pour Lausanne. On va maintenant parler de Fribourg-Gotteron. Fribourg, Pascal, tu as vécu la fin de la magnifique série de 10 victoires. Tu leur as porté malheur, finalement. Donc, c'était ton dernier match de Fribourg. J'espère que tu le sais. Je rigole. Voilà notre chat noir. Bah, écoute, j'avais accusé Jérôme d'être le chat noir de Bienne et puis Régis d'être le chat noir de Ajoie en temps supplémentaire. Donc, j'assume mon étiquette de chat noir sur Fribourg. Mais l'important, c'était de rebondir et ça, ils ont réussi à le faire immédiatement dès le lendemain contre Ambry.
Ouais, c'était le plus important, c'était la question qu'on se posait déjà la semaine passée, c'est quand la première défaite allait arriver, quelle allait être la réaction le match suivant. Et je pense qu'on l'a vu avec Cambry, avec ce match gagné 3-1, et notamment avec le retour de Kylian Motet sur la feuille de pointage. Ça faisait depuis le 28 septembre et 8 matchs que le Fribourgeois n'avait plus inscrit son nom dans la colonne des buteurs. Donc au final, tant mieux. Maintenant, il y a le souci de la profondeur. Il y a André Bikov qui est blessé pour un petit moment. On ne nous a pas donné le nombre de semaines. Maintenant, il y a aussi l'absence de Jérémy Camerzin qui se prolonge en défense. Fribourg est actuellement à flux tendu. Il n'y a plus que 2 gardiens, 7 défenseurs et 13 attaquants valides. À voir ce que ça donne sur le long terme. Mais pour l'instant, il n'y a pas tellement de soucis. Il n'y a pas trop de soucis à se faire du côté de la BCF Arena. Bon, Pascal, on a discuté après ce match à Rapperswil. Et il y a quand même quelque chose que tu m'as dit que tu dois dire à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Si Reto Berra avait défendu la cage vendredi soir, je ne suis pas sûr que la série, elle se continuait pas. Hein. Voilà, c'est un choix à faire. C'est un choix qui a été fait avec David Ebicher. Il en a parlé en interview d'avant-match avec moi. Voilà, il faut aussi soulager Reto Berra. Il avait gardé les 10 matchs précédents. Non, pas tout à fait, parce qu'à Langnau, c'était Connor Hughes aussi. Mais il y a la Champions League. Fribourg a annoncé des ambitions en Champions League. Le but, c'est en tout cas d'aller en demi-finale. Donc ça veut dire que Reto Berra va jouer les matchs de Champions League. Et David Ebicher a laissé aussi entendre qu'il faisait partie des 50 noms que Patrick Fischer doit coucher à la pause de novembre pour l'équipe nationale pour les Jeux de Pékin. Donc il faut aussi laisser Berra respirer de temps en temps. Voilà, match à Rapperswil, forcément, Fribourg a pris sa défaite annuelle à Rapperswil. Et puis voilà, la série est terminée, mais le lendemain, ils ont gagné. Déjà, à l'interview, Benoît Yecker, il laissait entendre que c'était important de rebondir. Et je pense que, voilà, ils l'ont fait. Tant mieux. Non, mais je crois clairement, et on est tous d'accord, que le niveau de jeu de Fribourg-Gotteron, il n'est pas tombé comme ça entre mardi et vendredi. Et la preuve, c'est que derrière, ils ont pu reprendre et gagner le match qu'on les attendait quand même de voir gagner. Si on avait dit sur ce week-end, il risque d'y avoir une défaite, on aurait plus mis une piécette sur une défaite à Rapperswil que face à Ambry. Donc, ils ont gagné le match. Et puis, bon, tout baigne quand même. Je crois qu'il y a même Kylian Motter remet des buts, ses premiers du mois d'octobre. Il n'avait plus marqué depuis le 28 septembre. Hein, donc voilà, même quand Kylian Motter ne marquait pas, l'équipe gagnait. Et puis quand il faut juste remettre 2 petits buts pour une victoire avec 2 buts d'avance, il est là. Il n'y a pas grand-chose qui ne fonctionne pas du côté de Fribourg. Ah, puis d'un autre côté, que je me mets aussi dans la peau d'un supporter fribourgeois, je préfère voir mon équipe perdre à l'extérieur qu'à domicile. Oui, parce qu'à domicile, il y a du monde. Hein. Entre le match de Berne et puis le match contre Ambry, pour les adieux de Raphaël Berger, c'est peut-être ça qui a attiré du monde, je ne sais pas. Mais toujours est-il que... Il avait invité 1000 personnes. non, c'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. On doit ajouter que justement, là, le public répond présent, heureusement, hein, parce que les nouvelles patinoires, tu es en tête du classement. Si tu ne réponds pas présent à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'il te faut, quoi. Mais on sait aussi que ça peut porter une équipe. Et maintenant, avec tous les points qui sont déjà engrangés, on va dire, ça ne va pas être trop grave si de temps en temps, tu en perds une, quoi. Et puis, ça va juste être normal. Ils ont quasiment fait la moitié du chemin par rapport à l'année passée au niveau des points. Donc, ils ont joué, 18 matchs pour eux. Ouais, c'est ça, 18 matchs, 41 points. L'année passée, ils en avaient 89, si je ne fais erreur, en 50 matchs. Donc, ouais, c'est plus que c'est vraiment un gros pas qu'ils ont fait pour la suite. Non, mais je pense que demain, là, on l'a évoqué furtivement dans une question sur le match de demain Fribourg-Bienne. C'est une magnifique affiche pour nous, parce que c'est quand même des clubs avec qui on se sent assez proche. C'est un match entre le premier et le deuxième, et c'est l'occasion aussi de voir 2 équipes qui jouent bien, qui ont un hockey attractif cette saison. Et c'est peut-être l'occasion aussi de voir les valeurs, comment elles s'établissent, même si on sait que sur un match, on ne pourra jamais dire parce que tu as gagné 4-1, tu es vraiment supérieur et c'est définitif. Mais je pense que c'est un bon match référence, comme on aime l'utiliser dans le milieu.
Messieurs, je vais aller un peu dans le chat. Bon, il y a eu des questions là, sur Yannick Héron, parce qu'évidemment, quand on cherche à gratter pour voir du négatif à Fribourg, il y a probablement que le nom d'Héron qui ressort. Est-ce qu'on doit le garder ou non? Qu'est-ce qu'on en pense? C'est difficile pour Fribourg, je pense, de se passer d'un Yannick Héron et de le sortir de l'équipe, parce qu'on a tellement un contingent serré que dès qu'il y a une blessure, on doit pouvoir compter sur au moins des joueurs qui ont de l'expérience. Yannick Héron en fait partie. Non, il ne connaît pas une bonne saison, un bon début de saison, mais je ne sais pas, Jean-Philippe, Yannick Héron a quand même montré des belles choses. C'est de reprendre confiance, c'est d'être impliqué dans le jeu, c'est lui qui trouvera la solution, mais je ne pense pas qu'on peut nécessairement faire partir un Yannick Héron à ce moment-ci de la saison. Alors, le faire partir, non, surtout qu'il y a un contrat, je ne verrais pas qui serait prêt à reprendre ce contrat dans la Ligue, surtout sur ce qu'il montre maintenant, parce que tu parles de belles choses. Tu as une bonne mémoire, hein, parce qu'il faut remonter un petit peu pour voir des belles choses de Yannick Héron. Il a marqué le 5e ou le 6e but en powerplay en Champions Hockey League, ça je me souviens. Pas cette saison, ça c'est sûr. Ah, voilà. Et puis, je vais aller plus loin que ça. Alors oui, au niveau de remplir un maillot, ouais, ça il peut faire si jamais on n'a pas le nombre, mais c'est un joueur de top 6. On avait l'idée de l'amener à Fribourg pour booster un peu le powerplay. Ça n'a pas fonctionné. Quand on le met dans une 4e ligne, là où il y a de la place maintenant, parce qu'on ne veut pas bouger les 3 premières lignes qui fonctionnent, c'est une impasse sportive pour l'instant pour Yannick Héron, mais la solution, elle peut venir que de lui. On a essayé, hein, Christian Dubé a essayé de le mettre en confiance, de l'intégrer à plusieurs reprises. La chance n'a pas été saisie. Tu peux pas non plus, tu dois avancer. Tu as un groupe de 23, 24, 25 personnes que tu dois garder à un certain niveau. Et ma foi, après, je ne veux pas dire, c'est de la responsabilité individuelle. Je sais que pour un attaquant, si tu n'arrives pas à les mettre au fond, c'est compliqué. Et que ben là, il est dans une telle situation, à moins de faire un match extraordinaire ou d'être prêté, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas la solution. Et je ne sais pas quels sont les discours que Christian Dubé tient par rapport à Yannick Héron, mais sportivement, il n'y a pas de raison de changer les 3 premières lignes. La 4e, ben, ma foi, Bikov est blessé, d'accord, c'est peut-être une opportunité, mais en dehors de ça, lorsque Andrei Bikov est là, peut jouer à l'aile, il est important en box-play, il est capable de gagner des engagements, il est capable de créer de l'offensive. Toutes des choses que Yannick Héron, pour l'instant, n'amène pas à Fribourg-Gotteron quand il est aligné. Donc, ouais, je ne vois pas vraiment de solution autre qu'un changement, un déclic. Et pour le provoquer, on a essayé de le faire jouer, ça ne fonctionne pas. Là, maintenant, il est à l'écart depuis un moment. Je ne sais pas. Donc, clairement, la solution va venir de lui. Il ne peut pas déloger un joueur. Il y a Ludovic dans le chat qui dit Yannick Héron est aussi capable de sortir des matchs où il est décisif. Il a des mains, mais actuellement, ça joue dans la tête pour lui. Ouais, je pense que ça fait pas un petit moment que ça joue dans la tête pour lui. Hein. Et puis, pour ce week-end, il a joué 18 secondes à Rapperswil sur les 2 matchs. Donc, il faut aussi qu'il gagne sa place à l'entraînement pour pouvoir gagner sa place en match. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Voilà. Moi, la seule vraie solution que je vois comme ça, parce que Fribourg, c'est sûr, aurait besoin de pouvoir compter sur un Héron, vu la profondeur quand même très limitée de son contingent. Tôt ou tard, on se dit que ça pourrait être, même s'ils sont plutôt épargnés par les blessures, ça pourrait être vraiment bien de l'avoir en forme et dans la tête, prêt à être bon. Moi, la seule vraie solution que je verrais, c'est un échange. Que Fribourg peut-être prenne un joueur, certes, qui gagne moins d'argent, paye Héron au prix, on sait qu'il est quand même bien coté au niveau de la Ligue, en tout cas il l'était à son engagement, et je verrais qu'un échange avec un joueur qui est un peu dans une situation similaire dans un autre club, ce qui permettrait de ne pas perdre complètement dans l'aventure, parce que là, Fribourg, en quelque sorte, ils perdent un peu tout, quoi. Ils perdent l'argent et ils perdent le joueur, quoi. Donc, voilà, la solution idéale pour moi. Mais qui veut Yannick Héron? Qui peut proposer quelque chose ou un joueur qui sera valorisé à Fribourg? Je ne l'ai pas forcément en tête. Je n'ai peut-être pas assez réfléchi, mais je n'ai pas en tête. Pour terminer sur Héron, il y a Fabrice qui écrit
quand tu n'arrives pas à te greffer dans une équipe qui fonctionne aussi bien et que le groupe est sain, le problème vient que du joueur. Il a eu ses chances, il ne les a pas prises, manque de confiance, manque de fierté à lui de se battre. Il y a également d'autres commentaires intéressants. Ludovic qui dit Connor Hughes, il revient sur la décision de Connor Hughes de le mettre contre Rapperswil. Il dit Hughes n'a pas sorti un bon match à Rappi, mais en Ligue des champions, il a été désigné meilleur gardien de la phase des poules. Ces matchs lui permettent de devenir meilleur. Il ne faut pas non plus oublier que Connor Hughes, dans la séquence de 10 victoires, quand Reto Berra était malade, il a réussi à aller chercher des victoires aussi. Donc, le pari était peut-être intéressant à prendre pour Fribourg-Gotteron. Et il y a Sébastien qui dit Desharnais, pas le plus spectaculaire, mais probablement un des plus importants dans cette ligue. Messieurs, je ne sais pas si vous partagez le même avis. Bon, en tout cas, c'est l'avis de Christian Dubé, vu qu'il lui a soumis un contrat. Non, oui, bien sûr, il est important et il le montre match après match. Si la première ligne tourne, même si Kylian Motet n'avait pas beaucoup marqué ces derniers temps, c'est aussi parce qu'il y a un très bon joueur de centre au milieu de Brodin et de Motet. Bah, pour l'instant, il n'a pas de coup de vieux, si j'ose dire, hein, David Desharnais. On sait qu'il fait partie des vétérans de l'équipe et de la Ligue. Comme il joue actuellement, il est pas, en tout cas parmi les 5-6 meilleurs étrangers actuels de notre championnat. Je ne vois pas pour quelle raison Fribourg ne le reconduit pas. Donc, choix qui me paraît logique. Peut-être juste le timing peut surprendre. Peut-être qu'on aurait pu se dire attendre la pause de novembre ou voire décembre pour voir si ça se confirme. Mais je pense que c'est un tel leader aussi dans le vestiaire, même s'il a un soir où il est un petit peu moins bon sur la glace, il a une attitude irréprochable, aucune raison d'aller chercher quelqu'un d'autre. Voilà, tout est dit pour Fribourg-Gotteron. Évidemment, demain, le match, le choc au sommet face à Bienne. Vraiment un match à ne pas manquer. Ce sera d'ailleurs notre match studio. Messieurs, on va s'attaquer maintenant à la dernière équipe en lice, Genève Servette. Et Genève, comme Bienne, vendredi soir, a concédé des contres au mauvais moment à Davos. Et je ne peux t'assurer que c'est le deuxième et troisième but de Grison de cette manière. Petit réveil le lendemain contre Langnau, Jean-Philippe, mais clairement, les Grenats ne sont pas guéris du mal qui les ronge depuis le début de la saison. Non, ils ne sont pas guéris, c'est certain. Il y a eu 2 tiers où c'était très compliqué. Et comme les leaders de Langnau avaient aussi joué la veille, c'était contre Lugano, si je ne me trompe pas. Ils avaient dû donner aussi pour réaliser une bonne partie. On voyait qu'il y avait beaucoup de déchets techniques de part et d'autre. Ce n'était pas un match de haute volée, si on veut dire. Par contre, il s'est passé quelque chose dans le 3e tiers où on a vu des Genevois enfin un peu plus agressifs. C'était quand même leur marque de fabrique depuis des années. C'est de l'ADN des Aigles d'aller se battre, de ne jamais rien lâcher. Et ça a un peu manqué. Je pense qu'il y avait de la crispation, il y avait quelque chose. Une petite nonchalance, je ne sais pas. C'était assez spécial. Et ensuite, dès qu'il y a eu, il restait quoi, il y a eu 7 ou 8 minutes au 3-2. Là, il y a eu une explosion dans la patinoire et sur le banc, sur la glace. C'est ouf, quoi. C'est du soulagement, mais ça demande de confirmation déjà cette semaine. À voir maintenant dans quelle mesure on arrive à construire là-dessus et à gentiment réintégrer les gens qui pourront redonner un peu de cette grinta qui manque. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous enchaînez les défaites, oui, on y va. Allez les gars, on y va, on donne tout. Mais dès le premier coup, le premier but encaissé, on a certaines têtes qui se mettent en bas. Comme ça, on voit le regard qui se baisse, on se dit, des fois dans le langage corporel, on sent que tout le poids de ces défaites. Et là, ils ont réussi à s'en sortir. On a pensé que Rapperswil, c'était le déclic, le premier match qu'ils gagnent avec le retour de Rode, la belle histoire. Et là, ça n'a pas suffi pour enchaîner. De nouveau, une victoire à la maison, c'est un mieux. Mais comme tu l'as dit, c'est pas fini. Et justement, Ludovic qui dit si ça continue à ce rythme-là, ça ne va pas suffire pour les Aigles. Demain contre Berne, interdiction de perdre. Autrement, même les pré-playoffs risquent d'être difficilement accessibles. Régis ?
Bah, ouais, c'est un deuxième match. On a parlé de Fribourg-Bienne d'un côté. Moi, je pense qu'il y a un deuxième match demain qu'il faut suivre du coin de l'œil également. C'est ce match entre Berne et Genève. Parce qu'on parle beaucoup de Genève, mais je crois qu'à Berne, on vit vraiment une situation compliquée, très compliquée aussi à l'heure actuelle. Donc, j'ai envie de dire, ils sont bons à prendre. Mais je le dis avec beaucoup de pincettes, dans la mesure où c'est quand même pas une facilité déconcertante d'aller gagner dans la capitale, et qu'en plus, je pense qu'ils pensent la même chose à Berne, c'est que c'est probablement contre Genève qu'ils peuvent se refaire une santé et repartir du bon pied. Donc à l'issue de ce match, je pense qu'il y a une des deux équipes qui sera... Une petite coupure Pourtant, on chez est Régis. relancé. Voilà. Ouais, Vous m'entendez encore? Oui, on t'a retrouvé, Régis. Ah, d'accord. Je voulais dire, à la fin du match, il y aura une équipe qui sera vraiment au fond du bac parce qu'elle aura perdu un deuxième match ou alors un match qu'il ne fallait pas perdre contre un adversaire direct. Puis il y en a une qui va se dire, allez, cette fois, la saison est lancée, on a gagné un match référence de notre côté. Oui, c'est loin d'être parfait à Genève. On a parlé longuement avec Jean-Philippe quand il rentrait de ce match à Genève. Il a vécu une soirée compliquée à commenter, je le sais. Donc, je peux bien imaginer que ce n'est pas juste ces 3 points-là qui vont nous faire penser qu'ils sont sortis de l'ornière. Et je crois qu'à Genève, ils ne sont pas dupes non plus. Il n'y a pas grand monde qui est conscient ou qui se dit « Ouais, cette fois, c'est bon, on a gagné, on est reparti et on va enchaîner les victoires ». Ils ont besoin de plus qu'un match, plus qu'une victoire contre Langnau 3-2 dans un piètre match pour retrouver cette confiance, cet état d'esprit de gagneur qui a fait quand même de Genève un finaliste. Même si ce n'était pas complètement la même équipe, il y a quand même les 2 bons tiers de cette équipe qui étaient dans le groupe. Puis cette victoire contre Langnau à domicile, elle fait aussi du bien au classement parce que si d'aventure ces 3 points étaient partis dans l'Emmental, il y aurait eu un gap entre Ajoie, Genève et le wagon du dessus qui aurait fait mal à voir, quoi. Il y a plusieurs commentaires, messieurs, dans le chat. Je vais y aller rapidement. On parle beaucoup des entraîneurs. Est-ce que le coaching staff est en danger? Est-ce que Patrick Aymon serait encore en poste aujourd'hui s'il y avait eu une défaite contre Langnau? Moi, je vais y aller de mon opinion là-dessus. Je trouve que c'est la solution facile pour faire un électrochoc. Pour moi, le problème, c'est peut-être plus dans l'évaluation qu'on a eue de certains joueurs en début de saison. On a des joueurs dans la mauvaise chaise depuis trop longtemps à Genève et tout est parti un peu tout croche et un peu en vrille. Il y a Patrick qui parle de Joris et Pouliot. Ils ne sont pas bons, mauvais apports. Vous voyez Pouliot, on voulait remplacer Eric Fair, un gros centre droitier. Moi, j'ai en tête depuis le début un certain Alexandre Grenier qui a eu une seule offre en National League cette saison. C'était à Langnau. A signé à Langnau pour moins d'argent qu'en fait Pouliot parce que Pouliot a signé à gros prix à Genève. Et bon, c'est sûr que Grenier fonctionne bien avec Olofsson, mais est quand même 2e meilleur pointeur de la Ligue. Il est plus jeune, a un gros gabarit, est un centre droitier. Je l'aurais beaucoup plus vu remplacer Fair, même si ce n'est pas exactement le même type de joueur ou le même style de joueur. Je l'aurais beaucoup plus vu dans ce rôle-là qu'un Marc-Antoine Pouliot qui est en fin de carrière, payé à gros prix. Donc, peut-être que dans l'évaluation de certains joueurs, là, c'est un exemple par rapport à Pouliot. Joris, on le sait qu'avec Richard, on avait besoin de centre avec les blessures à la ligne de centre. On avait besoin d'apport au centre. On est allé chercher Joris. Mais peut-être que dans l'évaluation totale de l'équipe, ça n'a pas été top cet été. Et là, résultat, oui, on va se tourner vers l'entraîneur et on va le pointer du doigt. Et éventuellement, si Genève ne s'en sort pas, il va falloir qu'il y ait un électrochoc. Mais moi, je ne suis pas d'avis nécessairement qu'on doit pointer et qu'on doit mettre toute la faute sur le coaching staff, même si c'est le choix le plus facile à faire, c'est de tasser les entraîneurs. On parlait de Sam Alam tout à l'heure. Genève fait partie des rumeurs pour l'année prochaine. J'étais en train de rechercher la question, mais je ne la trouve plus, celle qui nous a été posée par rapport à Bienne. Par rapport à Pouliot, je trouve que c'est quand même encore difficile de donner un avis parce que son échantillon est très court avec Genève, puisqu'il a 3 matchs désormais, il me semble, ou 4, je ne sais plus exactement, et qu'il revient de blessure. Donc il faut encore qu'il reprenne ses marques.
avec cette équipe par rapport à Joris. Quand Genève allait mal, c'était parfois le seul joueur qu'on arrivait à trouver du positif dessus. Donc voilà, Oui, ce il joue week-end, pas. ils n'ont peut-être pas été performants au niveau des attentes qui ont été placées en eux par Patrick, mais bah voilà. Moi, j'ai entendu dire aussi, on gagne en équipe, on perd en équipe. Oui, on pointe le coaching staff du doigt parce que c'est plus facile de virer une ou deux personnes que 25. Voilà, on va voir. Et puis, il y a Simon qui dit qu'il manque 40% des points cette année à Genève, combiné à des jeunes qui ne surperforment plus. Les maths sont là. Messieurs, Régis, Jean-Philippe, je ne sais pas quels sont vos avis par rapport aux questions qu'on a déjà soulevées dans le chat. Il y en a une autre juste avant que vous commenciez, messieurs. Sébastien qui dit on dit de Fribourg Berra dépendant, mais on peut dire de Genève Rod dépendant. Parce que c'est vrai que l'identité de Genève Servette vient en partie de Noah Rod. Oui, l'identité, oui, c'est vrai qu'il incarne ce joueur accrocheur, tout le temps à 100%, très physique, etc. Mais bon, il n'y a pas que ça. Hein. Là, tu parles de Pouliot qui est un peu en dessous par rapport à Grenier. Pourquoi on n'a pas pris Grenier à la place de Pouliot? Grenier, là, il joue à l'aile. Hein. Puis il ne faut pas oublier qu'il joue avec Flavio Schmutz au centre. Hein. Ça change quand même la donne. Hein? Et puis Olofsson. Il l'a placé. Il l'a placé. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un inside joke à MySports avec Jean-Philippe. Non, j'aime bien ce joueur. C'est pas un inside joke. J'aime bien Flavio Schmutz. Je l'aimais déjà bien quand il était à Fribourg. Et puis, je suis content pour lui qui suscite de l'envie de certaines autres équipes de National League puisqu'il sera en fin de contrat. Je suis pas son agent. Hein. Je mélange pas, moi. Pour revenir à ce que tu disais, Pouliot. Oui, Pouliot, on sait ce que tu as. Tu sais ce que tu as. Quand tu engages Marc-Antoine Pouliot, tu sais que tu as un centre droitier solide avec de l'expérience qui peut gagner des engagements, même si c'est à Bienne, ce n'est pas tellement la spécialité de la maison. Mais tu sais ce que tu as. Grenier, il était passé par Lausanne. Moi, ça reste une surprise qu'il performe comme ça dans une équipe comme Langnau. Honnêtement, c'est un grand bonhomme qui est capable de donner des assists, de marquer aussi. Mais je ne le voyais pas du tout à ce niveau. On parlait, dans une question, il y a la surperformance des jeunes. Alors, si on entend par surperformance des jeunes Carrère et Lecoultre, il faut voir un petit peu la préparation qu'ils ont eue. Lecoultre, il a commencé à faire ses matchs de préparation le 7 ou le 9 septembre. Donc, il y a eu Jean-Philippe, moi, je voyais plutôt Vuyamo Patry. Vuyamo Patry, oui. Alors, Vuyamo, quand tu n'es plus dans une ligne où il y a Linus Omar qui travaille pour toi, c'est plus difficile. Il a des qualités. Il est allé gratter des pucks en zone offensive. Dans les bandes, c'est quelqu'un qui est très utile. Ma foi, voilà, il faut qu'il s'habitue. Il a un autre rôle parce qu'il sera plus. Il a été au début de saison en première ligne assez longtemps. Même on lui a renouvelé de la confiance. Et maintenant, il est dans un autre rôle qui peut tout à fait assumer aussi. Et ça fait peut-être partie de son développement. On se souvient du fameux rookie wall de Smirnov. Alors, il continue d'en taper un ou deux là, de ces walls, mais il y a beaucoup de maisons là. Ouais, bon, au début, j'avais un peu l'impression, Smirnov, c'est un joueur qui était un peu comme un éclair. Hein. Je le voyais, 3 coups de patin, il était déjà loin, très rapide, un très bon œil pour lire le jeu, etc. Et puis, j'ai l'impression qu'il a perdu du patin. Alors, je ne sais pas s'il a pris de la masse, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il est moins mobile qu'avant. Et puis, forcément, ça le dessert. Un petit gabarit comme ça, il faut vraiment que ça avance. Les 2-3 coups de patin très saignants, les 2-3 premiers. Je ne sais pas. Pour ça, je n'ai pas d'explication. Pour Patry, honnêtement, je n'ai pas assez regardé son jeu dans le détail pour avoir une opinion honnête. Voilà. Je ne vais pas donner mon avis sur lui. Pour revenir à Alexandre Grenier, moi, il y a quand même quelque chose que je pense qu'il faut qu'on souligne, c'est est-ce qu'il aurait été aussi performant dans une autre équipe que Langnau? C'est-à-dire, à Langnau, on compte beaucoup sur cette première ligne avec Olofsson et Schmutz, et donc il a du temps de jeu, donc il a du volume, donc il peut créer des chances. Mais s'il se retrouve en deuxième ligne, par exemple, à Zurich, est-ce qu'il va avoir autant de responsabilités, est-ce qu'il va être autant en avant? Je ne suis pas sûr. S'il était à Genève aujourd'hui, où est-ce qu'il serait? Sur les 2 premiers blocs, on le mettrait probablement en power play aussi parce que c'est un joueur qui a un bon tir, qui a une bonne vision de jeu. Est-ce que placé dans des bonnes circonstances, dans une bonne formation, mais là, je dis bonne formation, on sait que Genève, ils sont à l'arrache cette saison, mais avec peut-être un effectif qu'on voyait plus dominant,
que Langnau. Je pense que bien placé dans des bonnes circonstances. Il n'avait pas mal fait quand il était venu à Lausanne non plus, les quelques matchs qu'il avait joués. C'est un gars qui a quand même connu du succès, qui a des bonnes saisons en AHL, qui a connu du succès aussi en Ligue allemande. Je pense que son background est quand même très intéressant. Il amène une dimension peut-être un peu différente de certains joueurs, mais c'est sûr et certain qu'on peut spéculer. Est-ce qu'il peut avoir la même saison dans une autre équipe? Olofsson, on l'a vu à Berne, n'avait pas la même saison qu'il connaît présentement à Langnau. Tout dépend aussi du rôle et de à quel point on peut leur laisser cette, comment je pourrais dire, ce droit à l'erreur, cette créativité. Moi, j'ai l'impression qu'à Langnau, on laisse beaucoup, beaucoup de liberté aux joueurs étrangers parce qu'on sait qu'on doit compter absolument sur eux et ils répondent bien. Est-ce que ces joueurs-là auraient la même liberté dans d'autres clubs? Je ne sais pas. Par contre, Grenier est quand même à la fleur de l'âge, alors que Pouliot, c'est sûr que je fais la comparaison avec Pouliot. Pouliot est un peu plus vieux, en pente descendante. Son coup de patin est un peu moins bon parce qu'évidemment, avec l'âge, a ralenti un petit peu. Est touché par des blessures. Reste que la comparaison pourrait se faire, mais c'est difficile de savoir dans un autre club où est-ce qu'il serait. Je pense qu'à Lausanne, il avait quand même eu de très, très beaux flashs et ses statistiques n'étaient pas mauvaises non plus. Je pense qu'il y avait quoi, 8 points en 10 matchs ou quelque chose comme ça. C'était quand même pas mauvaise avec une bonne formation. Après, l'autre point qu'il faut aussi voir, c'est que quand Genève engage Pouliot, c'est qu'en gros, ils savent que Fer va prendre sa retraite. Donc, ils cherchent un joueur de centre, ils ne cherchent pas un ailier, puisque Marc n'avait pas encore annoncé qu'il allait rentrer en Suède pour régler ses problèmes personnels. Donc voilà, effectivement, et au moment où Marc annonce qu'il va rentrer en Suède, il me semble que Grenier, il a déjà son contrat à Langnau. Donc en même temps, c'est pas non plus, c'est difficile pour moi de faire une comparaison, de dire bah ils auraient mieux fait d'aller prendre Grenier. Oui, effectivement, mais ils n'avaient pas forcément les éléments pour savoir qu'ils devaient aller prendre Grenier à ce moment-là. Bon, moi, je reviens quand même sur un élément, c'est que c'est trop tôt pour juger Marc-Antoine Pouliot. Il a joué un match, s'est blessé, il revient. Forcément, on ne revient pas au top. Je rappelle en plus qu'il est revenu en voiture. Il a débarqué à Davos 2h30 avant le match, alors que l'équipe avait dormi. Il ne s'est pas entraîné avec eux le matin. Enfin, il n'avait pas les mêmes conditions. Donc, laissons-le un peu reprendre du rythme. Et tout simplement, laissons-le commencer sa saison et puis on fera le point déjà peut-être à la pause de novembre, on en saura un petit peu plus quand il aura 5 matchs de plus, mais ça me paraît un petit peu tôt de juger les performances de Marc-Antoine Pouliot et à dire alors Marc-Antoine Pouliot c'est un flop à Genève, mais là je pense qu'on n'est pas crédible si on dit non, ils se sont trompés maintenant de transfert, il ne fallait pas le prendre. Donc moi je mettrais un petit peu en pause. Si je reviens sur la… Oui. Ouais, tu dis 5 matchs jusqu'à la pause de novembre, ça veut dire que Phil Poulay reste en tribune pendant tous ces matchs? Ah, ben, je ne sais rien qu'ils vont faire, moi. J'en sais rien, mais peut-être qu'il en jouera que 3 sur les 5, mais c'est peut-être parce qu'il n'est pas en condition physique de jouer 3 fois par semaine. Je ne sais pas. Là, il n'avait pas le choix, étant donné que Phil Poulay était malade. Mais là il va y avoir un choix de nouveau. Puis une chose que je me réjouis de voir, c'est la réaction déjà contre Berne et puis sur la suite. On entend depuis des années qu'une des forces à Genève, au-delà de cet ADN physique, gratteur, intense, etc., c'est le vestiaire. Le vestiaire, ça reste une force. Et c'est à peu près chaque joueur qui passe à Genève, même s'il n'y est plus, rappelle que c'est vraiment quelque chose de spécial dans la Ligue. Alors, on va voir maintenant si cette force-là, ça peut les porter pour sortir de l'ornière dans laquelle ils sont. Messieurs, et puis, Jonathan, juste avant, pour Louis qui nous dit, parlons du niveau des gardiens aussi au GSHC, on en a parlé la semaine passée avec un grand spécialiste, puisque Sébastien Beaulieu est venu nous faire l'amitié et le plaisir de venir passer 45 minutes avec nous. Donc, on t'invite à aller écouter, il parle justement de Charles Ndiclou. Et non, le niveau n'est pas celui de l'année passée. Par contre, il y a beaucoup plus d'erreurs aussi devant les gardiens. Donc, je pense que c'est peut-être une combinaison des deux. C'est d'ailleurs aussi ce que Sébastien Beaulieu nous expliquait, c'est que des chances A1 auxquelles font face les joueurs, là, les deux gardiens, il y en avait beaucoup moins la saison dernière. Ça facilite évidemment la tâche. Je vais prendre, pour terminer là, sur Genève, je vais prendre la question, parce que moi, j'ai répondu, pour ce qui est du coaching staff, que moi, ce ne serait pas nécessairement ma solution, mais Ludovic demande, est-ce que le coach genevois peut survivre à 2 tours où tu finis avant-dernier? 5 victoires en 17 matchs, c'est bien trop peu. Messieurs, est-ce que vous pensez que Aymon va survivre au-delà des 2 tours comme coach de Genève?
moi, si je peux dire quelque chose, c'est que là, on est en train de dire que Patémon, qui a amené une équipe finaliste au mois de mai, 7 mai, c'était le dernier jour de la finale, on est à fin octobre et on pense que, grosso modo, il n'était pas capable. Et les deux bonnes, superbes saisons qu'il a faites la saison passée, c'était la saison passée et la saison précédente, c'était de la chance, si je résume. C'était, ben voilà, il a eu la réussite, il avait des joueurs avec, et puis c'est un mauvais coach. J'arrive pas à l'entendre, ça. Je peux pas. Pour moi, si on le fait sauter, si on juge que c'est le plomb à faire sauter, un, je pense que ce n'est pas le principal responsable. Et deux, c'est parce qu'on n'a vraiment plus que cette solution-là et qu'à l'intérieur du vestiaire, il a perdu la plupart des gens qui ne jouent plus pour lui, quoi. Voilà, moi, je vois que cette solution-là si on le fait sauter, en tout cas maintenant. Comme coach, il a connu des mauvaises saisons avec les juniors élites de Genève, après des bonnes saisons aussi. Mais c'est clair, c'est différent puisque avec la transition des âges, les équipes sont plus ou moins bonnes en fonction des générations. Mais c'est quelqu'un qui a su rebondir puisqu'il termine sa carrière comme coach des juniors élites avec du succès. Donc, j'ai pas envie de dire qu'il faut laisser du temps au temps parce que finalement, le but de Genève Servette, c'est aussi de faire les playoffs, ou en tout cas les pré-playoffs désormais. Mais effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois la seule solution, et on l'a vu dans bien d'autres clubs, c'est d'appuyer sur le siège éjectable, et puis malheureusement pour l'entraîneur. Mais sérieusement, ouais, si je reprends une scène du match contre Langnau, il y en a eu d'autres avant dans la saison. Winnick en power play. On sait que Genève, comme beaucoup d'autres équipes, sort le puck, il y a un délai, et puis là, Harry Pesonen sent le coup, il va contre Winnick. Poke check il va avec la canne, pique le puck, il va marquer. Je veux dire, c'est une erreur individuelle d'un leader de l'équipe qui a une expérience extraordinaire. Qu'est-ce qu'il en peut, le coaching staff? Parce qu'ils auraient pu perdre ce match, hein, et ça aurait été le point tournant. Ils ont finalement réussi à trouver les solutions pour s'en sortir, mais tu as des matchs qui se jouent sur des erreurs individuelles. On a parlé d'Eigenman tout à l'heure avec Ajoie, mais ou bien on se souvient de Marty contre Fribourg, cette passe dans le slot, ce puck qui part pas, qui va directement dans la canne de Brodin. Un coach n'a aucune prise là-dessus. Et si on regarde les courtes défaites de Genève, on ne va pas parler d'Ambry parce que ça c'est un peu spécial, mais les courtes défaites de Genève dans le championnat, c'est souvent ou une erreur de placement, ou une erreur sur un changement, ou un but pris en box-play à cause d'une faute en zone offensive. C'est des erreurs individuelles. Et au lieu, je ne sais pas comme coach, qu'est-ce qu'on peut faire à part répéter, rendre attentif, responsabiliser. Mais au bout d'un moment, une fois que l'échauffement est parti, et puis que le premier puck est tombé, on est derrière le banc, on est derrière ces gars, on peut faire du fine-tuning sur certaines choses, mais ces erreurs individuelles-là, ouais, je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse perdre un gars comme Patémon, avec tout ce que vous avez expliqué tout à l'heure, sur 15 matchs, sur 17 matchs. Non, je ne pense pas que ce soit encore dans les tuyaux. Ben, je suis d'accord avec toi, Jean-Philippe. Je ne pense pas nécessairement que ces erreurs individuelles n'existeront plus si on change de coach. Peut-être que lors des premiers matchs, on va être un petit peu plus alerte parce que tu as eu l'électrochoc de changement d'entraîneur. Tu veux bien faire pour plaire à ton nouvel entraîneur. Mais par la suite, les erreurs qu'on voit à Genève, les erreurs individuelles vont rester quand même. Je ne pense pas que ça va tout redéfinir cette équipe. Il y a Rodrigo dans le chat qui dit un coach psychologique comme French à Fribourg, est-ce que ça pourrait être une solution pour Genève Servette? Là, je sais qu'il y a certains joueurs qui ont leur coach psychologique, d'en avoir un pour l'équipe. Je ne sais pas si ça peut nécessairement... c'est sûr que ça ne peut pas nuire, ça peut être bon, mais je ne sais pas si ça peut être une solution. Messieurs, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Il y a Patrick également qui dit et que dire du petit size, là, des petits gabarits des joueurs de Genève. Ouais. Je ne sais pas, il parle de qui? Ce serait intéressant de savoir. Il n'y a pas de nom. On parle Smirnov. Parce que ce n'est pas nécessairement une petite équipe. Parce que moi, je trouve pas. Quand je les vois en vrai, là, je trouve pas que c'est une petite équipe niveau grosseur. Ça dépend où est-ce qu'on met la limite de petit pour un vieilleur. Hein, parce que si on prend l'échelle Martini, tout le monde est plus grand.
quasiment, à Ouais. part peut-être Garretro. Et puis si on prend Marco Maurer ou Elliot Antonietti à Holton, bah forcément tout le monde est petit. Non, mais je pense pas je pense pas qu'il manque de grandeur ou de poids ou comme ça. Faut aussi se dire que le hockey en Suisse, il a un peu changé et puis que ça sert à rien si vous faites 1,85 m, de trimballer 100 kilos avec vous, quoi. Faut être mobile, faut être ouais, alerte. Il y a beaucoup de vitesse dans le jeu, donc c'est surtout basé sur la vitesse. Évidemment, si vous faites 1,90 m et 100 kilos et puis que vous allez vite, bah ouais, ok, vous êtes peut-être en NHL du coup. Si vous avez encore des mains et puis un bon sens du jeu, voilà, mais et puis vous êtes un défenseur droitier, ça fait beaucoup de choses, hein. Non, mais je pense pas qu'il y a un problème de taille ou de poids dans cette équipe-là. Non, je crois pas. Quoi qu'il en soit, messieurs, match très important demain pour Genève Servette face au CP Berne. Genève qui, avec un 3 points, avec une victoire, pourrait passer devant Berne au classement pour aller chercher la fameuse 11e place. Messieurs, il nous reste encore le joueur du week-end, Pascal. Oui, on va passer à ça tout de suite avec, vous le voyez pour ceux qui nous suivent sur Facebook ou en rediffusion sur YouTube, Matej Stransky. On a fait une petite exception, on essaye plutôt de mettre en avant les joueurs romans, mais là, on ne pouvait pas passer à côté de la performance du joueur tchèque de Davos avec ses 5 buts samedi contre Berne. C'est le 4e joueur depuis 1985 qui signe 5 buts ou plus en National League et puis 6 buts et 1 assist sur l'ensemble du week-end. C'était assez facile de choisir celui qui serait honoré aujourd'hui, messieurs. Ouais, en 86, c'était un consultant MySports qui avait marqué 6 fois contre Berne. Hein, Marc Leuenberger avec le maillot du HC Vienne. Et on remercie Serge Enberg de l'agence Keystone ATS qui a déterré cette statistique ahurissante. Et puis pour être tout à fait complet, le dernier joueur à avoir marqué 5 points, et ça on va remercier Sport Center d'avoir fait un article dessus, c'est également un Tchèque, également un joueur de Davos, puisque c'était Petr Sikora contre Genève. Oui, ben, moi, j'ai pu remarquer que les 3 derniers joueurs à avoir marqué 5 buts en un match, c'est 3 joueurs de Davos. Je pense qu'il y a un effet peut-être c'est l'altitude. hasard. Vraiment, c'était à Berne le match. Mais bon, je pense qu'à une époque où Max Orley, son ami, Del Curto, vous voyez à quel point je les mets l'un à côté de l'autre. À l'époque, avec Del Curto, on savait que Davos avait un jeu particulièrement offensif et allait tout le temps, tel des flèches, à attaquer le but adverse. Donc à l'époque, je voyais le rapprochement. Là, je le vois peut-être un petit peu moins entre 2000, 2010 et 2021, le troisième. Voilà. Ouais, bah, on savait que c'était un buteur, hein, le gars. Il met 52 points en 50 matchs de saison régulière en Tchéquie, plus encore 15 matchs, 16 points ou l'inverse. Attendez voir, 16 matchs, 15 points en playoff. On savait que c'était pas un manche devant le but, mais là. Il n'y a qu'à voir ses buts. Hein. Allez les revoir, hein, parce que sont. Ça vaut pas la des buts de raccro. Hein. C'est pas des buts de raccro. Et Vutriche, lui en a encore volé un ou deux. Hein. Et puis pour être complet sur la liste, on va quand même pas oublier Kent Nilsson. On a cité Marc Leuenberger, on a cité Petr Sikora. Kent Nilsson est le 4e joueur de 5 buts et plus en Suisse. Et messieurs, juste avant de finir, on parlait du HC Davos, mine de rien, les étrangers qui fonctionnent bien à Davos. Et l'équipe qui fonctionne bien, c'est 7 victoires consécutives à Davos quand même. Ça, il faut le souligner. Dans le chat, d'ailleurs, on a eu le commentaire un peu plus tôt dans l'émission. Là, on va être surpris du HC Davos. Ben, c'est l'une des belles surprises de ce championnat avec cette série de 7 victoires consécutives. Allez jeter un coup d'œil pour ceux qui s'intéressent sur la carrière du nouvel assistant de Volvend. C'est assez hallucinant. C'est un ancien joueur de NHL, Jonas Jönsson. Jürgen Jönsson, pardon. Et ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment presque une légende qui est passée. C'est une légende. Ouais, voilà, c'est une légende. Il a été capitaine de la Suède. Enfin, c'est vraiment une pointure qui a remplacé Lundskog. Et ça a peut-être quelque chose à voir avec les bonnes performances de Davos ces temps. Pour vous donner à quel point il était un leader en Suède, c'est que quand il était capitaine de la Suède, il jouait en Allsvenskan, donc en 2e division, et il était capitaine de l'équipe nationale. Excusez du peu, comme on dit. Voilà pour le joueur de la semaine. Il ne nous reste plus que le programme à vous rappeler, à vous présenter pour cette semaine sur MySports avec bien évidemment nos studios,
Mardi, ce sera Fribourg-Bienne. Je crois qu'on en a déjà pas mal parlé sur MySports One dès 19h25. Jeudi, match isolé entre Genève et Lausanne avec Jean-Philippe et Stéphane aux commentaires. C'est juste, Jean-Philippe. Hein. Oui, c'est très juste, ouais, tout à fait. Sur MySports 2 à 19h40. Vendredi, ce sera Bienne-Lugano, le match studio. Ambry-Ajoie samedi. Et dimanche, il y aura encore Zurich-Langnau à 15h40 sur MySports 2. Et la NHL avec les Coyotes qui se déplacent en Caroline à 18h sur MySports 1. Et bien évidemment, vous le savez, tous les autres matchs de National League sont disponibles sur MySports Pro. Et après les studios de mardi, de vendredi et de samedi, vous pourrez retrouver Backcheck, le talk, en diffusion simultanée sur Facebook et sur YouTube. Voilà, toujours un plaisir, messieurs, de partager cette heure de lunch du lundi matin avec vous, Régis Serge, Jean-Philippe Presselwenger. Merci beaucoup. Merci à toi, Jonathan. Pascal, un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Et merci à tous dans le chat. Ça a été très actif tout au long de la journée et on apprécie toujours ça. Bon lundi. Bye-bye. Bye-bye. Bye.